D'ailleurs, mais bon, après ça marche aussi. En Artois, le 2 avril 1915, un soldat écrit à sa femme: « Dans les tranchées, nous vivons parmi la boue. On trouve de la terre partout, dans nos mouchoirs, dans nos poches, nos habits et même dans ce que l'on mange. De plus, il fait très froid. Il y a de l'humidité. Les rats ici sont particulièrement répugnants du fait de leur grosseur. Cependant, nous attaquons assez souvent les tranchées adverses, mais cela crée beaucoup de morts dans notre régiment, à cause des obus, des grenades et des lance-flammes. Chaque soir, nous devons aller chercher les morts et les blessés dans cet enfer nommé le No Man's Land. » Douaumont, le 26 février 1916. Paul écrit à son épouse: « Ma très chère, je profite de ces 2 jours de repos pour vous écrire. Ici, ce n'est pas agréable, c'est un enfer, surtout sans vous. Hier, j'ai participé à la plus grosse offensive. Il fallait escalader, enjamber, ramper, courir, sauter et j'en passe. La moitié de mon régiment est mort. Et sur cette dernière moitié restante, la moitié au moins est blessée. La vie dans les tranchées est terrible. Nous sommes régulièrement assaillis et harcelés par les tirs d'obus. Il pleut beaucoup, donc nous sommes sales comme tu ne m'y autoriserais jamais. Mes cheveux sont pleins de poux et on ne se rase plus. J'ai appris qu'on nous surnommait les poilus. Les balles sifflent aussi vite que les vies s'éteignent. » Verdun, le 18 mars 1916. Ma chérie, je t'écris pour te dire que je ne reviendrai pas de la guerre. S'il te plaît, ne pleure pas, sois forte. Le dernier assaut m'a coûté mon pied gauche et ma blessure s'est infectée. Les médecins disent qu'il ne me reste que quelques jours à vivre. Quand cette lettre te parviendra, je serai peut-être déjà mort. Je vais te raconter comment j'ai été blessée.
Il y a 3 jours, nos généraux nous ont ordonné d'attaquer. Ce fut une boucherie absolument inutile. Au début, nous étions 20 000. Après avoir passé les barbelés, nous n'étions plus que 15 000 environ. C'est à ce moment-là que je fus touchée. Un obus tomba pas très loin de moi et un morceau m'arracha le pied gauche. Je perdis connaissance et je ne me réveillai qu'1 jour plus tard dans une tente d'infirmerie. Plus tard, j'appris que parmi les 20 000 soldats qui étaient partis à l'assaut, seuls 5 000 avaient pu survivre. Dans ta dernière lettre, tu m'as dit que tu étais enceinte depuis ma permission d'il y a 2 mois. Quand notre enfant naîtra, tu lui diras que son père est mort en héros pour la France. Je t'aime, j'espère qu'on se reverra dans un autre monde. Je te remercie pour tous les merveilleux moments que tu m'as fait passer. Je t'aimerai toujours. Adieu, soldat Charles Guinan. Gustave Berthier était un instituteur de la région de Chalon-sur-Saône. Il habitait Sousse en Tunisie et a été mobilisé en août 1914. Ce soldat a été tué le 7 juin 1915 à Bully-les-Mines. Le 28 décembre 1914. Ma bien chère petite Alice, nous sommes de nouveau en réserve pour 4 jours, au village des Brebis. Le service tel qu'il est organisé maintenant est moins fatigant. 4 jours aux tranchées, 4 jours en réserve. Nos 4 jours de tranchées ont été pénibles à cause du froid. Il a gelé dur. Mais les Boches nous ont bien laissés tranquilles. Le jour de Noël, ils nous ont fait signe et nous ont fait savoir qu'ils voulaient nous parler. C'est moi qui me suis rendue à 3 ou 4 mètres de leur tranchée, d'où ils étaient sortis au nombre de 3 pour leur parler. Je résume la conversation que j'ai dû répéter peut-être 200 fois depuis à tous les curieux. C'était le jour de Noël, jour de fête, et ils demandaient qu'on ne tire aucun coup de fusil pendant le jour et la nuit, eux-mêmes affirmant qu'ils ne tireraient pas un seul coup. Ils étaient fatigués de faire la guerre, disaient-ils. Étaient mariés comme moi, ils avaient vu ma bague, n'en voulaient pas aux Français, mais aux Anglais. Nos voisins d'enfance tinrent mieux leurs paroles que nous. Pas un coup de fusil. On put travailler aux tranchées, aménager les abris. Le lendemain, ils purent s'apercevoir que ce n'était plus Noël. L'artillerie leur envoya quelques obus bien sentis en plein de leurs tranchées. Fais part de mes amitiés à tous. Mes meilleures caresses aux petites, et à toi, mes plus affectueux baisers. Gustave. Gaston Biron avait 29 ans en 1914. Gaston était le fils d'une famille de 7 enfants. Ses sœurs, Berthe, Hélène, Blanche, Marguerite, Madeleine et Marine, apprirent sa disparition à la fin de l'été. Blessé le 8 septembre 1916, il mourut de ses blessures le 11 septembre 1916 à l'hôpital de Chartres. Samedi 25 mars 1916, après Verdun. Ma chère mère, par quel miracle suis-je sortie de cet enfer? Je me demande encore bien des fois s'il est vrai que je suis encore vivant. Pense donc, nous sommes montés 1200 et nous sommes redescendus 300. Pourquoi suis-je de ces 300 qui ont eu la chance de s'en sortir? Je n'en sais rien. Pourtant, j'aurais dû être tué 100 fois. Et à chaque minute, pendant ces 8 longs jours, j'ai vu ma dernière heure arriver. Nous étions tous montés là-haut après avoir fait le sacrifice de notre vie, car nous ne pensions pas qu'il fût possible de se tirer d'une pareille fournaise. Oui, ma chère mère, nous avons beaucoup souffert et personne ne pourra jamais savoir par quelle transe et quelle souffrance horrible nous avons passé. À la souffrance morale de croire à chaque instant la mort nous surprendre viennent s'ajouter les souffrances physiques de longues nuits sans dormir. 8 jours sans boire et presque sans manger. 8 jours à vivre au milieu d'un charnier humain couchant au milieu des cadavres. Marchant sur nos camarades tombés la veille. Ah, j'ai bien pensé à vous tous durant ces heures terribles, et ce fut ma plus grande souffrance que l'idée de ne jamais vous revoir. Nous avons tous bien vieilli, ma chère mère, et pour beaucoup, les cheveux grisonnants seront la marque éternelle des souffrances endurées. Et je suis de cela. Plus de rire, plus de gaieté au bataillon. Nous portons dans notre cœur le deuil de tous nos camarades tombés à Verdun du 5 au 12 mars. Est-ce un bonheur de moi d'en être réchappé? Je l'ignore, mais je dois tomber plus tard. Il lui était préférable que je reste là-bas. Tu as raison de prier pour moi. Nous avons tous besoin que quelqu'un prie pour nous. Et moi-même, bien souvent, quand les obus tombaient autour de moi, je murmurais les prières que j'ai apprises quand j'étais tout petit. Et tu peux croire que jamais prières ne furent dites avec plus de ferveur. Ton fils qui te chérit et t'embrasse 1 million de fois, Gaston. Mardi 18 avril 1916. Ma chère mère,
Merci pour ta bonne lettre que j'ai bien reçue il y a quelques jours. Nous sommes toujours à l'arrière dans le camp de Châlons où le bataillon se reforme. Et nous avons bien besoin de ce repos, car les 15 jours que nous avons passés à Verdun nous ont plus fatigués et démoralisés que 6 mois de guerre de tranchées. Je suis heureux que la photographie que je t'ai fait parvenir par Blanche t'ait fait plaisir. C'est un bon petit souvenir. Mais ce sera peut-être le dernier que tu auras de moi, car je ne te cacherai pas que, pour nous qui sommes parfois tant exposés, chaque fois que nous écrivons au nôtre, nous pensons toujours que c'est notre dernière lettre. Et pour quelques-uns, c'est vrai, chaque jour qui s'écoule. Jusqu'à présent, le hasard a favorisé la famille, et, pour moi en particulier, j'ai pu, au prix de ma combien de difficultés, m'en tirer sans trop de boubou. Mais tu le comprendras, ma chère mère. Il est presque impossible dans cette guerre interminable de sortir indemne pour celui qui est continuellement exposé. Et, tu le sais mieux que moi, il est peu de familles qui n'aient pas encore payé par un ou plusieurs deuils son tribut à cette horrible guerre. La nôtre ne veut pas échapper à cette règle sans exception. Aussi, je ne t'étonnerai pas en te disant que j'ai depuis longtemps déjà fait le sacrifice de ma vie. J'attends simplement mon tour sans peur et je ne demande à la Providence qu'une chose, c'est de m'accorder cette dernière grâce, la mort plutôt qu'une horrible infirmité, conséquence de ces terribles blessures dont nous sommes témoins tous les jours. Je sais bien qu'il est dur de mourir à 30 ans en pleine jeunesse alors qu'on vient de sacrifier au pays deux des meilleures années de sa vie. Mais que veux-tu, ma chère mère? La mort ne choisit pas. Et quand on se trouve en pleine bataille, que le feu fait rage autour de soi, combien et combien qui tombent et qui, comme moi, n'ont rien fait pour mériter la mort? Et puis, je n'ai pas d'enfant. Personne ne souffrira si je disparais. Blanche est encore jeune, elle peut se suffire à elle-même. Je ne pense donc pas qu'elle soit malheureuse si je ne reviens pas. Voilà, ma chère mère, dans quel état d'esprit j'affronte le danger. Je t'assure que la mort ne me fait pas peur, et si quelquefois dans mes lettres je laisse percer un certain découragement, je ne voudrais pas que l'on croie que c'est par peur. Si je suis démoralisée, c'est que je m'ennuie, affreusement. 2 années de guerre, la souffrance, les privations et Verdun surtout m'ont tuée. Si tu recevais des nouvelles d'André avant moi, sois assez gentil pour me le faire savoir. Adieu, ma chère mère. Je t'embrasse 1 million de fois de tout cœur. Ton fils qui te chérit, Gaston. Nous célébrons aujourd'hui le 104e anniversaire de l'armistice du 11 novembre 1918. Armistice victorieux pour la France et ses alliés après 4 années de combats meurtriers face à l'Allemagne et aux empires centraux. Il n'est pas une ville, pas un village de France qui ne garde gravé dans la pierre d'un monument aux morts le souvenir de ceux qui sacrifièrent leur vie pour la patrie et la liberté. Ce 11 novembre 1918, la France déplorait 1 400 000 morts, 740 000 invalides, 3 millions de blessés, des centaines de milliers de veuves et d'orphelins. N'oublions pas ce lourd bilan, ni le courage héroïque des soldats de ce conflit, appelé à juste titre la Grande Guerre. Rendons hommage aux combattants de tous grades, français et alliés, qui ont fait preuve dans tous les secteurs du front d'un courage exemplaire, méritant la reconnaissance de la nation. Beaucoup d'entre eux sont morts pour la France. En cette journée de recueillement, ayons une pensée également pour nos soldats tués ou blessés ces derniers mois en opération extérieure et inclinons-nous devant la douleur de leurs familles. Depuis février dernier, un conflit majeur se déroule sur notre continent et des conflits régionaux sont en cours ou latents un peu partout avec le risque qu'ils dégénèrent de s'étendre. Dans cette situation stratégique périlleuse, le travail de mémoire a toute son importance afin d'éviter un retour des erreurs du passé pouvant entraîner les mêmes conséquences désastreuses. Ainsi, l'Union française des associations de combattants et de victimes de guerre, EFAC, fidèle au souvenir de toutes celles et tous ceux victimes de toutes les guerres, invite la jeunesse à œuvrer pour un monde plus juste, plus solidaire, plus fraternel et en paix. Vive la République, vive la France!
La nouvelle de la victoire se répand à la volée dans tout le pays, de clocher en clocher. L'écho du clairon vient d'annoncer la fin d'un conflit qui a éprouvé le monde et décimé les hommes. La fureur du canon s'est enfin tue, couverte par un immense éclat de joie. 11 novembre 1918, il est 11 heures, c'est l'armistice. Pour des millions de soldats venus du monde entier, c'est la fin de 4 terribles années de combat. Le soulagement est immense. La guerre est finie, mais pour les survivants commence un funeste décompte, celui d'1 400 000 soldats français tombés au champ d'honneur, de 4 millions de nos militaires blessés ou mutilés, ces braves aux gueules cassées qui plongent la nation entière dans l'effroi et l'émotion. Le traumatisme est mondial. En tout, ce sont près de 10 millions de soldats qui ont été tués, 3 millions de veuves et 6 millions d'orphelins. Les morts sont presque aussi nombreux parmi les civils. Ceux qui sont revenus des combats racontent la puanteur des tranchées et le fracas des obus. Ils expliquent la peur avant les charges, le courage qu'il faut pour sortir des abris et donner l'assaut aux lignes ennemies sous la mitraille. Ils disent l'horreur du spectacle de leurs frères d'armes qui tombent à leur côté. Souvenons-nous de leur bravoure et de leur sacrifice. Commémorons ces soldats dont les noms doivent rester gravés dans nos mémoires, comme ils le sont sur nos monuments aux morts, dans les villes et les villages de France, dans l'Hexagone, comme dans les Outre-mer. Souvenons-nous des soldats venus d'Afrique, du Pacifique, des Amériques et d'Asie, de ces soldats alliés venus verser leur sang pour la France et défendre avec nous la liberté sur une terre qu'ils ne connaissaient pourtant pas. Le sacrifice de nos poilus nous oblige, il nous rappelle que la paix a un prix et que nous devons être désormais unis avec ceux qui étaient hier nos adversaires, car ce n'est qu'avec le passé qu'on fait l'avenir, écrivait Anatole France. Ce souvenir, ce sont les jeunes générations qui doivent désormais s'en emparer pour venir raviver la flamme de la mémoire de ceux qui sont morts pour la France, pour notre liberté. C'est la reconnaissance que la nation doit à ses combattants, à ceux qui sont tombés et à ceux qui ont survécu. Aux combattants d'hier et à ceux d'aujourd'hui, comme à leurs familles et ayant droit, la nation doit continuer d'assurer réparation, reconnaissance et droits, comme l'a voulu le président de la République. Cette année, nous honorons 2 soldats morts pour la France. Au Mali, le maréchal des logis chef Adrien Quélin et le brigadier chef Alexandre Martin. Honorons leur sacrifice et celui de tous les soldats qui ont versé leur sang pour la France. Le monde était convaincu en 1918 que la Première Guerre mondiale devait être la der des der, la dernière des dernières. Nous savons ce qu'il advint de cet espoir et aujourd'hui, en ce 11 novembre 2022, alors que la guerre est de retour sur notre continent, n'oublions pas le combat des poilus pour la paix et le sacrifice de nos soldats morts pour la France. Vive la République et vive la France. Je vous demande de respecter 1 minute de silence.
Quelques mots avant que nous séparions. Tout d'abord, pour dire aux enfants qu'ils ont été absolument parfaits. Je crois, j'ai pu voir, la lecture a été impeccable. Beaucoup de conviction dans ce que vous avez fait, beaucoup de patience, qui montre qu'il y a eu un très gros travail qui a été fait avec vos enseignants. Et je veux vous féliciter, vous remercier, vous, mais aussi vos enseignants. Et d'ailleurs, je pense que la population pourrait s'associer à moi en vous applaudissant. Merci à la fois au directeur de l'école primaire, M. Delché, qui a pris ses fonctions au mois de septembre, d'avoir supervisé cette préparation, ainsi que M. Viel, directeur principal du collège, bien représenté ici. Il ne pouvait pas être là aujourd'hui, mais en tout cas bien représenté. Merci aussi de votre implication autour de ce devoir de mémoire si important, surtout en ce moment. Voilà pour des remerciements pour les enfants. Bien entendu, je voulais adresser d'autres remerciements à la fois aux pompiers et aux gendarmes pour être ici présents et nous accompagner dans cette cérémonie. Merci évidemment à la fanfare d'être là et effectivement d'apporter la tonalité musicale. Vous savez, on a beaucoup de chance à Pionçage, je peux vous assurer, et avec mes fonctions, je vois maintenant davantage le département et ce qui se passe ailleurs sur les territoires. C'est quand même une sacrée grande et belle chance d'avoir une école primaire, un collège, des gendarmes, des pompiers, une fanfare. Je veux remercier aussi, parce qu'on oublie, mais on a vu combien tout est fragile finalement, nos porte-drapeaux. Hein. Merci à nos trois porte-drapeaux pionçatois qui sont Ginette Guillain, Aloïse Gommet et maintenant Raymond Dumas qui nous aide depuis, et nous aurons une petite pensée, la disparition de Jean Grosbeau qui suivait l'association des anciens combattants avec beaucoup de passion et beaucoup de sérieux. Voilà. Et merci aussi à M. Smonsu qui nous rejoint aussi à toutes nos cérémonies et qui est présent avec nous. Merci aux pompiers, bien sûr, qui à chaque fois envoient aussi un porte-drapeau. C'est important d'être représenté. Vous voyez, il y a beaucoup, ces dernières années, il y a eu beaucoup de cérémonies qui sont organisées de manière plus régulière. Il y a les décès, bien sûr, mais il y a aussi beaucoup de cérémonies devant les monuments aux morts, parce que ce devoir de mémoire, maintenant, tout le monde a pris plus conscience de son importance. C'est important que la commune soit toujours représentée et bien représentée. Et en tout cas, vous trois pour Pionça, vous le faites parfaitement bien et je veux vous en remercier devant tout le monde. Voilà, alors cette cérémonie se poursuit comme dans l'accoutumée, c'est-à-dire que nous avons une séquence au monument aux morts et ensuite nous allons aller déposer des gerbes au cimetière. Et donc celles et ceux qui veulent bien nous accompagner sont les bienvenus. Pour les autres, je vous propose que nous nous retrouvions à la salle Arobase pour prendre un verre de l'amitié comme à chaque fois. C'est important, après de s'être retrouvés au pied de notre monument aux morts pour célébrer le passé, de se retrouver aussi à la salle des fêtes pour préparer l'avenir. Je vous remercie.